Salut tout le monde et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas filmé. Ça fait 2 semaines à peu près. Très contente de refaire une nouvelle vidéo. En fait, pour ceux qui n'avaient pas vu mon message, j'ai pas fait de vidéo pendant 2 semaines parce que il y a eu un décès dans ma famille et j'avais besoin de temps pour faire les préparatifs de la cérémonie et tout. Et en même temps, il y avait les examens de l'université. Donc, c'était un petit peu trop pour moi et j'avais vraiment besoin de prendre ces semaines-là pour justement me concentrer sur l'université et sur le deuil en même temps. Mais je suis de retour et avec une vidéo très intéressante. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du clown tueur. Donc, on va parler de John Wayne Gacy. Ça, c'est un sujet qui a vraiment été abordé comme 1 million de fois. Mais j'avais vraiment envie de l'aborder à ma manière et d'essayer en même temps de creuser un petit peu plus la personnalité de John. Donc sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux, et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans la vidéo. Donc, John Wayne Gacy est né le 17 mars 1942 à Chicago, en Illinois, aux États-Unis. Sa famille est une famille tout à fait banale, une famille ouvrière. Son père s'appelait John Stanley Gacy, était un Polonais, vétéran de la Première Guerre mondiale. Il est né le 19 juin 1900 et décédé le 25 décembre 1969. Sa mère s'appelait Helen Marion Robinson. C'était une Danoise, femme au foyer, donc elle s'occupait des enfants. Et John avait 2 sœurs, dont Joanne et Karen. Jusque-là, c'est une famille très normale. Donc, John Stanley Gacy, donc le père de John Wayne Gacy, était décrit comme un homme très violent, hyper tourmenté. On peut peut-être même dire que c'est à cause de la Première Guerre mondiale. On le sait qu'il y a beaucoup de vétérans, il y a beaucoup de soldats, lorsqu'ils reviennent, l'aide psychologique est pas toujours très bonne et toujours présente. Donc, c'était un homme vraiment tourmenté, hyper violent, très colérique. Il piquait des crises. Il buvait aussi beaucoup d'alcool. Et avec John, son fils, il n'y avait pas une très belle relation parce que le père, donc John Senior, disait que John, donc son fils, était homosexuel. Il le traitait de tapette, de fif, de gay, de petite fille, vraiment tout ce qui peut vraiment affecter un enfant. John Junior l'a entendu de la bouche de son propre père. Mais c'est pas tout. En plus, John Junior était en surpoids. Donc, ça alimentait un petit peu la mauvaise ambiance qu'il y avait dans la maison. Et en plus de ça, John Junior était décrit comme un fils à maman. Donc, son père disait tout le temps, ah, le petit-fils à maman, va voir ta mère, va te cacher dans les jupes de ta mère. C'était souvent ce genre de réflexion que John Junior avait droit vis-à-vis de John Senior. Et pour alimenter le tout, John Junior avait des problèmes cardiaques, donc ce qui faisait qu'il ne peut pas faire d'exercice à l'école, donc il ne pouvait pas participer aux événements sportifs de son école, et ça alimentait encore plus justement le fait que son père, donc John Senior, détestait carrément son fils, et il lui disait ouvertement que c'était l'échec de sa vie. Durant son interrogatoire, John Wayne Gacy va avouer qu'à l'âge de 11 ans, il a été victime d'agressions sexuelles de la part d'un de ses voisins, mais qu'à cette époque-là, il ne l'a jamais dit à personne, parce que là, ça aurait été encore pire. Son père l'aurait encore plus détesté, lui aurait dit qu'il était une mauviette, etc. Donc ça, il ne l'a jamais dit, et ça n'a pas pu non plus être confirmé par la police ni par l'enquête. Et la même année, John va recevoir une balançoire directement sur la tête, ce qui va faire en sorte qu'il va avoir un caillot de sang qui va se former dans son crâne et il va avoir des douleurs, des migraines, des problèmes de mémoire pendant au moins 5 ans. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête parce qu'on remarque dans beaucoup de cas de criminels notoires qu'ils ont souvent eu des accidents qui ont été reliés avec leur tête.
Et là, on se dit, ben peut-être que ça va mieux aller à l'école, mais non, pas du tout. En fait, il y a personne, aucun enfant ne voulait jouer avec John Wayne Gacy. Il était toujours mis à l'écart. Puis on voit durant toute son enfance qu'il veut vraiment se faire des amis. Il essaie vraiment d'entretenir des relations, d'avoir des relations, des conversations. Mais personne ne veut de lui, notamment parce que il est en surpoids. Et il était en surpoids, il avait un problème cardiaque, il ne pouvait pas assister au match, il pouvait pas faire aucune activité sportive. Donc ça faisait en sorte que aucun enfant voulait être avec lui, le final. C'est vraiment à ce moment-là qu'il va devenir solitaire et très très perturbé. Donc John Senior n'aimait pas du tout son fils tellement qu'il a commencé à le battre avec des ceintures en cuir, des bâtons, il lui donnait des coups de poing, des coups de pied. C'était quand même assez le calvaire là, finalement. Là. Et là, on va voir qu'au fur et à mesure que les années vont avancer, les maltraitances que John Wayne Gacy a subies vont le rendre très fort, presque impossible à transpercer, comme avec une armure entre lui et le monde extérieur. Et tout au long de sa vie, il n'a jamais dit qu'il détestait son père, même en prison. Il va toujours dire qu'il aimait son père et qu'il aurait fait n'importe quoi pour lui. Il y a une psychologue, justement, qui a livré une petite partie, en fait, de l'analyse qu'elle avait fait psychologique de John Wayne Gacy. Elle a dit, aujourd'hui, nous pouvons affirmer qu'effectivement, à cause de ce que son père disait de lui en parlant de sa future homosexualité, mais aussi l'envie que son père l'aime, le comprenne et l'accepte, John Wayne Gacy n'a jamais avoué son homosexualité à quiconque. C'est pourquoi il s'est marié et a eu des enfants. C'est aussi pourquoi il a caché ce terrible secret pendant très longtemps. Du fait que son père n'aurait jamais accepté ça. John lui-même ne l'acceptait pas pour ce qu'il était. On pense que John avait même peur de sa propre sexualité. Je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, on peut faire le parallèle entre les victimes. Donc, c'était qui ces victimes? Comment il les tuait et sa propre homosexualité. Là, on peut pas dire que John Wayne Gacy n'était pas au courant que ses pulsions commençaient à ressortir de lui tranquillement, parce qu'à l'âge de 17 ans seulement, il a fui la maison familiale pour se retrouver à Las Vegas, où il a trouvé un emploi dans une maison funéraire comme gardien de sécurité, et de là, il pouvait assister à des embaumements, et pendant qu'il assistait à ces embaumements-là, il y a une pulsion meurtrière qui ressortait en lui, et il le savait, il le sentait. Et pendant tout au long du temps qu'il travaillait là-bas, ça lui arrivait fréquemment de dormir dans des cercueils. Mais attention, les cercueils étaient déjà occupés par des cadavres. Un bon matin, il s'est réveillé et il était tellement dégoûté d'avoir fait ça qu'il a contacté ses parents pour que ses parents reviennent le chercher. C'est à partir de ce moment-là qu'il aurait démissionné. Certains articles que j'ai lus recensent en fait qu'il aurait été renvoyé parce qu'il se serait fait coincer justement à dormir dans un cercueil. D'autres diront que c'est lui-même qui a démissionné parce qu'il a été dégoûté d'avoir fait ça. Donc, John est de retour en ville. Il va décider de s'inscrire à l'université Northwestern et il va être diplômé en 1963. Il va par la suite se trouver un emploi comme gérant dans un magasin de chaussures et par la suite, il va être transféré à Springfield pour devenir manager et il va rencontrer une certaine Marilyn Mayers et qu'il va épouser en 1964, donc l'année suivante. Et là, à partir de là, John est vraiment décrit comme un homme qui réussit absolument tout ce qu'il entreprend. Sa carrière va très très bien, son mariage va très très bien, il a beaucoup d'amis, il fait des barbecues le week-end avec ses voisins et tous les voisins viennent. Vraiment, ils se font dans la masse, il est tellement gentil. Il va même entrer à la chambre des commerces parce qu'il a toujours été attiré par la politique et c'est à partir de ce moment-là qu'il va entrer dans la chambre des commerces de la ville. Et c'est vraiment à ce moment-là que l'histoire va complètement changer de bord. C'est à partir de ce moment-là qu'il va vivre sa première expérience homosexuelle. Alors, il était avec un de ses collègues et tous les deux étaient complètement sous. Et à partir de cet instant-là, John, on dirait qu'il va essayer d'avoir plus, de toujours avoir plus. Et là, il va avoir un envie de contrôler cet homme-là, donc son collègue, qui est sous. On s'entend, quand on est sous, on perd un petit peu l'équilibre, on n'est pas vraiment tout là dans notre tête, tout dépendamment le degré de saoulerie que tu es, avancé ou pas. Et vraiment, à partir de cet instant-là, le contrôle, la manipulation et le côté néfaste et très, 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 très sombre de John Wayne Gacy va commencer à vouloir sortir.
Cet événement-là va faire quelques bruits. Il va y avoir des rumeurs qui vont courir comme quoi que John Wayne aurait eu une aventure homosexuelle avec un tel de ses collègues et tout. Et John va décider de quitter l'Illinois pour aller s'installer à Waterloo, en Iowa, où le père de Marilyn, donc sa nouvelle femme, possédait 3 restaurants PFK, poulet frit Kentucky. Bon, bref, j'imagine que tout le monde connaît ça de toute façon. Et ça, c'est le genre de restaurant où tu vas manger une fois par année et que le lendemain, tu regrettes en te disant que plus jamais tu vas y aller, mais que finalement, l'année suivante, tu y retournes et ainsi de suite. Le père de Marilyn va décider d'engager John Wayne Gacy comme manager dans son restaurant. En 1966, Marilyn va donner naissance à son premier fils et en 1967, elle va redonner naissance, mais cette fois-ci à une fille. Et là, au même moment que John vraiment réussit sa vie et que tout va bien, son père va finalement lui avouer qu'il est fier de lui. Il va lui dire que ça le rend très très heureux de voir que son fils a réussi et qu'il n'aurait jamais dû avoir ses mauvaises pensées et ses mauvaises paroles pour son fils, qu'il regrette amèrement de lui avoir fait subir ce qu'il a subi tout au long de son enfance. Et ça va rendre vraiment John très très heureux. Il va être aux anges. Mais il sent toujours qu'il y a quelque chose qui manque et il y a une fierté qu'il aimerait que son père ait de plus pour lui. Donc, c'est pourquoi la suite de l'histoire se déroule ainsi. Il va même s'impliquer dans le groupe JC's de Waterloo. Pour recruter, ce groupe-là organisait beaucoup de grosses fêtes dans des hôtels, dans des motels. Mais là, John a une maison. Donc, pourquoi ne pas utiliser sa propre maison? Et justement, dans ces fêtes, il y avait beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool, il y avait même des prostituées. C'était vraiment des grosses fêtes, là, des grosses fêtes où tout le monde s'embrassait, tout le monde s'amusait. Il y avait beaucoup d'échanges amicales et vraiment, c'était des très grosses fêtes. Et chaque fois qu'il y avait une fête, le groupe JC's pouvait recruter jusqu'à 20 membres par soir. Donc imaginez, si on fait 2 soirs d'affilée, c'était quand même une quarantaine de personnes qu'on recrutait. Donc c'était quand même vraiment beaucoup, c'était énorme. En fait, c'était pas tout, ils filmaient même leurs soirées. Donc chaque soirée organisée dans la maison de John Wayne Gacy était filmée. Il y avait même de l'échangisme, parfois, ça arrivait. Et faut savoir que le groupe JC's se passait dans le dos de la femme de John. Marilyn ne savait pas que John était dans les JC's et c'était complètement dans son dos ainsi que dans le dos de ses enfants. Donc, il menait vraiment 2 vies là, complètement différentes. On avait la vie du père de famille idéal qui était là pour ses enfants, qui s'occupait de sa femme, et on avait l'autre vie que lui avait des rapports homosexuels en cachette dans le noir. Il y avait aussi de l'échangisme, des prostituées, des fêtes, de la drogue et de l'alcool. Donc, il y a vraiment comme 2 personnalités complètement différentes, 2 vies complètement différentes. Et là, il va commencer à se sentir de plus en plus important, évidemment, parce que là, il réussit dans toutes les sphères de sa vie. Et au travail, il insistait pour que les employés l'appellent colonel, comme si c'était lui, le colonel, qui avait inventé le poulet PFK. À partir de là, on peut vraiment voir que John commence à aimer la stature qu'il a. Il commence vraiment à vouloir avoir le contrôle et de pouvoir décider de tout ce qui se passe. C'est en août 1967 que John va commettre le premier crime qu'il a commis, donc recensé à ce jour, qui est une agression sexuelle envers un mineur de 15 ans qui s'appelait Donald Voorhees, qui lui était l'enfant d'un collègue de travail de John. Donc c'était dans son entourage. Et il va décider d'emmener le jeune garçon au sous-sol et de le forcer à lui faire une fellation en lui montrant des revues pornographiques. Et par la suite, il va lui dire que s'il ose en parler, il va le poursuivre en justice pour diffamation. À partir de là, Donald va garder le silence pendant quelques mois. Et malheureusement, ce n'est pas la dernière victime de John Wayne Gacy en ce qui concerne les agressions sexuelles, parce que pendant les quelques mois où Donald a gardé le silence, John continuait. Il prenait d'autres adolescents du restaurant PFK et il les emmenait au sous-sol, les saoulait, les forçait à avoir des relations sexuelles, que ce soit des fellations ou des relations complètes. La psychiatre Helen Morrison a observé et a parlé avec John Wayne Gacy pendant 500 heures. Donc pendant 500 heures, on peut vraiment apprendre à connaître
le criminel, à comprendre sa personnalité, mais aussi sa psychologie, comment il pense. Et elle dit qu'en fait, Gacy essayait tout simplement de tuer des parties de lui qu'il haïssait. Et moi, j'ai vraiment envie d'ajouter à ça. En fait, je pense que comme la plupart des tueurs en série, ce qu'on remarque, c'est toujours le lien qu'il y a entre le tueur, mais aussi sa victime. Mais là, je vous apprends rien, hein, effectivement. Je pense en fait que Gacy tuait non seulement pour avoir enfin le pouvoir, mais avoir un pouvoir qui ressemblait étrangement à celui que son père avait avec lui autrefois. En s'en prenant aux adolescents, c'était en même temps comme s'il s'en prenait à son lui d'avant, donc son enfant intérieur, son lui lorsqu'il était adolescent tout simplement. Peut-être voulait-il se punir d'être ce qu'il était. Ça, c'est ce que j'ai marqué dans mes notes pour être sûr de ne pas l'oublier. Je pense vraiment que effectivement, lorsque on a, tu sais, comme John Wayne Gacy, lui, il avait des victimes adolescents et on dirait que ces victimes-là représentent toujours ce qu'il a été quand il était plus jeune et qu'à chaque fois qu'il les agressait sexuellement ou qu'il les tuait, c'était en fait pour se punir lui-même d'avoir été ce qu'il était, faible, peut-être même homosexuel, peut-être qu'il y avait des victimes homosexuelles et qu'il essayait absolument de détruire ça pour essayer de détruire ce qu'il était à l'intérieur de lui. Dites-moi ce que vous en pensez. En mars 1968, Donald Voorhees ne peut plus garder le secret et avoue finalement à ses parents qu'il a été victime d'agression sexuelle par John Wayne Gacy. Celui-ci va être arrêté pour sodomie, mais aussi pour avoir tenté de blesser le témoin pour qu'il ne témoigne pas à la barre. Donc il a essayé, il a engagé quelqu'un en fait pour essayer de tuer ou de blesser Donald Voorhees tout simplement. Et le juge va demander une expertise psychologique. Donc, 2 psychiatres vont évaluer John Wayne Gacy qui va être diagnostiqué avec le trouble de la personnalité antisociale. Pendant le procès, John va avouer que oui, effectivement, il a eu des rapports sexuels avec un mineur, mais malheureusement, ce mineur-là était consentant et qu'à la dernière minute, il aurait changé d'avis. Le jury ne le croit pas et c'est le 3 décembre 1968 que John Wayne Gacy va être accusé de pédophilie, mais aussi condamné à une peine de prison de 10 ans. Et c'est là que sa femme va demander le divorce. Donc là, on voit à partir de là que tout commence à se dégrader tranquillement. Pourtant, en hiver 1969, il va développer une réputation admirable au sein de la prison. Il est ami avec tout le monde, le directeur, les gardiens de sécurité, les autres prisonniers, il a tout le monde à sa main. Pendant qu'il est en prison, le père de John Wayne Gacy, donc John Senior, décède malheureusement. Et tout au long du reste de sa vie, John va croire que son père est mort d'un arrêt cardiaque par honte que son fils soit homosexuel, mais aussi un criminel pédophile. Donc là, on va voir que plus le temps avance et plus John va descendre dans cet enfer-là de honte, mais aussi de regret en fait face à son père. Et là, John a tellement une bonne réputation en prison qu'il va seulement purger 18 mois de prison et va retourner vivre auprès de sa mère à Chicago. En février 1971, Gacy va être encore accusé d'agression sexuelle par un adolescent, mais les charges vont être abandonnées, on ne sait pas pourquoi. La victime ne s'est pas présentée à l'audience. Donc peut-être que John, cette fois-ci, a réussi à blesser la victime pour ne pas qu'elle se présente, ou peut-être avec des menaces, ou on ne le sait pas. Et là, ce qui est assez étrange aux États-Unis, puis ça arrive très très fréquemment, en octobre 1971, la libération conditionnelle de John va être levée et son dossier, par contre, va être malheureusement, subitement, perdu dans les décombres de la police. Donc, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses-là, des dossiers perdus, des preuves qui sont perdues. Bref, je trouve ça très étrange. Alors en 1971, John va acheter une maison à Chicago où il vit seul et par la suite, il va se fiancer avec une amie qu'il a connue à l'école qui s'appelait Carol Offey, qui était justement une amie d'enfance. Donc, il va lui parler de ses condamnations et Carol va être très très tolérante. Elle va accepter ça en acceptant que peut-être qu'une personne peut changer. Et en même temps, il va lancer son entreprise de construction qui va immédiatement faire fureur. Il va avoir beaucoup de demandes et là, il doit engager des gens. Mais là, il veut pas que ça coûte trop cher. Donc, il va décider d'engager des adolescents qui ont décidé d'abandonner l'école ou encore des adolescents qui peuvent et qui veulent travailler à temps partiel pour sa compagnie. Premièrement, parce que ça coûte moins cher d'engager des adolescents et en plus de ça, quoi de mieux, il se retrouve encore avec des adolescents.
Et durant cette même année, il y a des adolescents qui travaillent pour lui qui vont accuser John d'essayer de les agresser sexuellement ou encore d'agression sexuelle. Mais Gacy va vraiment se défendre en disant tout simplement que ces adolescents-là n'aimaient pas tout simplement le salaire selon lequel il était payé et c'est pourquoi qu'il voulait se venger de Gacy en inventant tout ça et justement, ben, ça tombait bien parce que il avait déjà été condamné pour agression sexuelle envers des mineurs. Donc, si un adolescent raconte ça, ben ça va paraître beaucoup plus plausible. Le 2 janvier 1972, Timothy McCoy rate son autobus. John Wayne Gacy passait par là en voiture et demande à Timothy s'il veut embarquer au lieu d'attendre son autobus mais pendant 12 heures parce que c'était la dernière de la soirée. Timothy va accepter. Il va embarquer dans la voiture de John et à partir de là, ils vont commencer à faire connaissance. Quelques dizaines de minutes plus tard, John va demander à Timothy s'il veut venir dormir chez lui en attendant le lendemain pour aller prendre son autobus, que ce serait mieux qu'il dorme au chaud que dans un arrêt de bus. Timothy va accepter. Les deux hommes vont se rendre chez John Wayne Gacy et ils vont boire un petit peu et par la suite, ils vont aller se coucher. Le lendemain matin, lorsque John ouvre les yeux, il y a Timothy qui se trouve devant lui avec un couteau à viande dans les mains. Et là, John va raconter qu'il a décidé de se défendre parce qu'il croyait que c'était une tentative de meurtre. Là, Timothy va essayer justement de se déprendre. C'est John qui a réussi et il tue Timothy. Par la suite, John va décider de descendre au rez-de-chaussée et va remarquer en fait que Timothy avait tout simplement fait le déjeuner pour le remercier de lui avoir prêté une chambre pendant la nuit. Ceci était le témoignage de John Wayne Gacy, c'est pas nécessairement les faits, c'est sa version à lui, on ne connaîtra jamais la vraie version ni celle de Timothy parce qu'il est décédé. Et en fait, avec les preuves, ça faisait tellement longtemps que le cadavre de Timothy était où ils l'ont retrouvé, qu'il y a beaucoup de preuves qui ont fini par disparaître avec le temps. Il y a toujours un certain décalage entre les désirs et les pulsions et le premier meurtre qui va arriver. Il y a toujours un décalage, mais aussi un espace-temps qui va arriver parce qu'on sait que la plupart du temps, les pulsions d'un futur tueur en série vont arriver très tôt dans l'enfance. Ça peut arriver au début de l'adolescence où c'est quelque chose qu'ils vont cogiter dans leur tête et il y a vraiment un espace-temps qui va commencer. Le premier est toujours celui-là qui est raté. C'est celui-là qu'on aurait dû faire un effort. Et là, John Wayne Gacy va vraiment commencer et continuer et cette pulsion meurtrière-là va tout le temps germer dans sa tête. Il va y penser du matin au soir, même en s'endormant. Mais là, pendant 2 ans de temps, John ne fera absolument rien, il ne fera pas aucun autre meurtre à ce qu'on sache. Ça aussi, ça peut arriver. Il y a souvent un gros décalage entre le premier meurtre et tous les autres meurtres qui vont s'enchaîner. Ça, on l'a vu dans plusieurs cas de tueurs en série aussi. C'est que le tueur en série, quand il relate son premier meurtre, il y a des erreurs là. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû faire ça de telle façon. Et c'est là qu'il se rend compte que tous ses désirs et toutes ses pulsions n'ont pas été exaucés pendant le premier meurtre. C'est pour ça qu'il risque d'avoir un certain laps de temps. C'est sûr que 2 ans, c'est vraiment énorme. Mais pendant ce laps de temps-là, le tueur peut être occupé à faire autre chose. Un autre but précis qui, justement, va faire refouler son désir. Mais il peut aussi prendre ce temps-là pour justement se préparer au futur meurtre, élaborer un plan et essayer de mettre tout en œuvre pour exaucer tous ses désirs et toutes ses pulsions. En 1975, l'entreprise se développe merveillement et c'est vraiment là que John va commencer à engager de plus en plus d'adolescents. Il va avouer à sa femme qu'il est bisexuel, ne veut plus dormir avec elle et effectivement il veut vraiment satisfaire tous ses désirs et toutes ses pulsions. Et là au même moment, sa femme faisait le ménage dans la maison, elle va trouver des vidéos pornographiques, elle va décider de prendre ses valises et de partir. En 1975, donc la même année, un peu après le divorce, John va réfléchir et il va se dire « Hey, ça serait vraiment le fun que le week-end, je puisse me transformer en clown et que je m'appelle Pogo, que je me fasse un gros sourire jusque-là, vraiment rouge, ça serait fou. » C'est là que le personnage de Pogo le clown va naître. En fait, John va se déguiser en clown lors de fêtes d'enfants pour amuser les enfants. Et aujourd'hui, on trouve ça très, 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 très drôle de savoir qu'il se déguisait en clown pour amuser les enfants, alors que d'une autre part, durant la semaine, il les tuait. Il faut savoir aussi justement que dans l'histoire,
Les clowns n'ont jamais, 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 jamais fait peur. C'était des personnes déguisées qu'on embauchait lors de fêtes d'enfants pour amuser les enfants. Et c'était des clowns qui faisaient des acrobaties, qui faisaient des ballons en forme d'animaux. C'était vraiment loin de faire peur comme aujourd'hui. C'était pas le genre de personnage qu'on utilisait dans des films d'horreur justement pour faire peur à l'auditoire. C'est vraiment à partir de John Wayne Gacy que là, le visage du clown va complètement changer. Et c'est pour ça, justement, que Stephen King a décidé de s'en inspirer pour faire le personnage de Gripsou, le clown, dans le film Ça. Donc c'est vraiment à partir de John que tout a commencé à changer vis-à-vis le clown. Ce qu'on avait comme image, comme idée des clowns, ce ne sera plus du tout la même chose après son arrestation, mais aussi sa condamnation. Durant son interrogatoire, John Wayne Gacy va avouer avoir assassiné un jeune adolescent non identifié en janvier 1974 et que durant la même année, en 1975, alors qu'il divorçait d'avec sa femme et qu'il a construit le personnage de Pogo le clown, qu'il a aussi assassiné d'autres adolescents. C'est vraiment durant ces années-là que tout va commencer comme au même moment. Le mode opératoire de John Wayne Gacy était toujours le même. C'était des adolescents qui voulaient travailler pour sa compagnie, qui d'ailleurs a expensive durant ces années-là. Peinture, décoration, construction intérieure, extérieure. Vraiment, sa compagnie était de plus en plus grosse et il devait engager de plus en plus de personnel, donc des adolescents, ça coûtait moins cher. Et pour les entrevues, John les invitait chez lui. Et à partir de là, il y en a beaucoup qu'on n'a jamais revus. Donc c'était toujours ce même modus operandi-là, pour justement traquer ses victimes et les attraper. Et si on parle des meurtres, donc le modus operandi des meurtres était toujours le même. Donc il faisait en sorte de menotter ses victimes, ensuite il les torturait et ensuite il les tuait. Donc il y avait toujours menottes, torture, meurtre. Menottes, torture et meurtre. Et là, de 1976 à 1978, il appelait ces années-là ces années de croisière. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il embarquait dans sa voiture, il roulait un peu partout dans la ville, vraiment pour traquer ses victimes. Ensuite, il les attirait dans sa voiture, puis il les attirait chez lui pour ensuite leur proposer de la drogue et ou de l'alcool. Ensuite, il les embarquait chez lui, il les attachait avec les menottes, il les torturait, les violait toute la nuit et par la suite, il finissait par les tuer. Où il déposait les cadavres, c'était dans le vide sanitaire de sa maison. Donc c'est comme un étage, pas d'étage, c'est comme entre le plancher et le plafond de l'autre étage, du sous-sol. Je vais essayer de vous montrer une photo si on en voit une. Mais là, à un moment donné, son vide sanitaire va finir par être plein. Donc il va falloir qu'il se trouve une autre place pour enterrer ses victimes. Le 29 juillet 1975, John Butkovich disparaît subitement en se rendant chez John pour discuter de la paye. Effectivement, quelques jours plus tôt, un collègue avait eu une discussion avec John et John Butkovich se plaignait de ne pas avoir été payé pendant 2 semaines et que là, il devait absolument régler le problème. Donc, c'est le 29 juillet que John va se rendre chez John Gacy et pour parler de la paye. Par la suite, il va disparaître et on ne le reverra jamais. Les parents de John Butkovich vont tenter de poursuivre John Gacy parce que c'est le dernier supposément à l'avoir vu, mais John va signaler que non, effectivement, John Butkovich est venu chez lui, ils ont parlé de la paye, Gacy a promis à Butkovich qu'il allait lui donner sa paye, ils se sont serrés la main et Butkovich est reparti. Il ne l'a pas revu par la suite. Mais là, les policiers ne veulent pas en faire plus parce que John Wayne Gacy a tellement une bonne réputation qu'ils ne voudraient pas que sa réputation soit salie par des parents qui sont en deuil, que leur enfant a décidé de fuguer. Parce qu'à cette époque-là, lorsque il y avait des adolescents qui disparaissaient, on disait que c'était des fugues tout simplement parce que ces adolescents-là avaient le profil de fugueurs malheureusement. La plupart du temps, ils avaient abandonné l'école, ils avaient besoin d'argent, c'était des gens un peu marginaux et c'était tout à fait plausible que ces adolescents-là disparaissent pour aller refaire une vie ailleurs. Donc les policiers se disaient tout simplement pourquoi ouvrir une enquête par rapport à un homme qui a une réputation infaillible, qui est aimé de tous, qui réussit dans la vie, puis en plus, il est dans la vie politique de la ville.
En décembre 1979, on a Grigory Godzik qui avait dit à ses parents qu'il devait se rendre chez John Wayne Gacy pour creuser des tranchées dans le vide sanitaire, justement parce que, bon, John faisait des rénovations et il avait besoin de lui. Il se rend chez John et plus jamais personne ne va le revoir. Par la suite, les policiers vont se rendre chez John et vont lui poser des questions sur Grigory. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-il? Venu creuser des tranchées, mais que par la suite, ben, il est reparti. Il n'y a pas eu de nouvelles de lui. Il avait l'air stressé, pressé, fugue peut-être. Donc, l'hypothèse de la fugue va toujours être là lorsqu'il y a des victimes de 15, 16, 17 ans qui vont disparaître. Mais tu sais, c'est difficile parce qu'avec John Wayne Gacy, on n'a absolument rien. À part les agressions sexuelles commises dans le passé, il n'y a absolument aucun signe de violence. Il n'y a pas de colère, il y a absolument rien. Il cache très très bien son jeu. C'est quelqu'un de très calme, qui sait quoi dire, quand le dire, au bon moment, et à qui le dire aussi. Donc lorsque les policiers viennent s'asseoir à table chez John, pensez-vous vraiment que John a un air de psychopathe et comme dans les films, il va dire « Oui, c'est moi, il est dans ma cave ». Non, il dira pas ça. Il va avoir l'air d'une personne tout à fait normale, une personne qui a absolument rien à se reprocher comme vous et moi. Donc, il y a vraiment un comportement banal, quelque chose qui passe inaperçu. Et la plupart du temps, mais c'est exactement pour ça que ça prend autant de temps retrouver des tueurs en série parce que ben, la plupart ont un comportement tout à fait normal. C'est en janvier 1977 que John Sisk voulait vendre sa voiture et John avait dit qu'il était intéressé à l'acheter. Donc John Sisk va se rendre chez John Wayne Gacy et par la suite il va disparaître. La voiture de John va rester... Écoute, il s'appelle tout John? La voiture de John Sisk va rester dans l'allée de John Wayne Gacy et ben, Gacy va décider finalement de vendre la voiture de Sisk à un autre employé de sa compagnie. Et là, lorsque la police va demander où est Sisk à Gacy, ben Gacy va dire que John voulait vendre sa voiture pour se faire un peu d'argent et ainsi quitter la ville, mais que jamais il avait dit où il voulait aller ni avec qui. La police va donc classer le dossier comme étant une fugue et ne se posera plus jamais de questions. En 1978, déjà là, comme je l'ai mentionné tantôt, le vide sanitaire de John Wayne Gacy était maintenant plein. Donc, il devait se trouver un autre endroit pour déposer les cadavres. Donc, il va décider de les jeter par-dessus un pont qui est à environ 20 km de sa maison. Et là, dans le vide sanitaire, ça commence à sentir. Il y a une odeur qui devient un peu plus nauséabonde de jour en jour. Et les voisins autour de la maison de John Wayne Gacy commencent à s'en rendre compte. Et là, quelque chose d'assez comique, entre parenthèses, en juillet 1975, John Wayne Gacy va se rendre chez un de ses employés qui s'appelait Anthony Antonocci, qui avait 15 ans à l'époque. Et, Gacy va plaquer Anthony sur le sol et va le menotter, mais les menottes n'étaient pas assez serrées, et puisque Anthony faisait partie d'un club de lutte, ou je sais pas quoi, là, il était capable de se libérer, bref, il a réussi à se libérer, et par la suite, ben, il a menotté Gacy. Mais Gacy a réussi à le convaincre de le démenotter, de le libérer, et par la suite, Gacy est tout simplement parti. Anthony ne va jamais divulguer ce qui s'est passé à quiconque, ni même à la police. Mais je trouve ça très drôle, en fait, ça aurait été une très belle arrestation, je trouve, pour Gacy. Il est lui-même menotté avec ses propres menottes, bref. En 1979, David Cram, qui était un ancien militaire, va emménager dans la maison de John Wayne Gacy et va l'aider dans plusieurs travaux de la maison, notamment pour creuser des tranchées dans le vide sanitaire de sa maison. Il va vraiment l'aider dans beaucoup de choses en ce qui a trait à la maison. Et à ce moment-là même, il y avait tellement une odeur nauséabonde que John Wayne Gacy va commencer à utiliser de la chaux-vive. La chaux-vive ou oxyde de calcium a été utilisée au jardin comme antiseptique avant d'être délaissée par des produits chimiques. Aujourd'hui, elle revient dans les rayonnages des jardineries sous des formes prêtes à l'emploi. Il s'agit d'un produit naturel, calcaire chauffé à très haute température, sans danger pour l'environnement. Il convient toutefois de savoir dans quel cas l'utiliser et de prendre certaines précautions au moment de le manipuler, car la chaux-vive est très corrosive. Lorsqu'on parle de brûlure chimique, eh bien la chaux-vive fait partie des agresseurs qui peuvent entraîner des trous dans la peau. Ce produit chimique a pour but, si utilisé sur des cadavres, de prendre toute la portion des fluides corporels comme l'eau, le sang, l'urine et la désintégration des os et des muscles beaucoup plus rapidement que si on laissait les corps enterrés sans rien faire. Un soir, John va se déguiser en clown alors qu'il est à la maison avec David Cram qui habite encore chez lui
Et David va se faire menotter par John. C'est une blague, c'est une plaisanterie, c'est quelque chose d'amusant tout simplement. Mais là, lorsque David va demander à John de le libérer, John va dire non, je te libère pas, je vais te torturer et te tuer. Il était complètement sérieux. David va commencer à avoir peur et il va finir par être capable de se libérer. Ça lui a vraiment fait peur, ce qui est arrivé. Par contre, ça n'a pas l'air de lui avoir fait peur au point de déménager parce qu'il va continuer d'habiter avec John Wayne Gacy et jamais il ne va révéler ça à la police. Le 22 mai 1978, il va attirer un certain Jeffrey de 26 ans dans sa voiture pour lui faire inhaler du chloroforme. Lorsque Jeffrey va se réveiller, il va être attaché à une planche de bois dans la maison de John qui lui va le torturer, va le violer, va le droguer pendant des heures et des heures. Et Jeffrey remarque qu'il y a un autre homme dans la maison avec eux. Et là, les policiers vont peut-être se dire que peut-être que John avait un complice, mais encore là, on ne le sait pas. Par la suite, John va refaire inhaler du chloroforme à Jeffrey. Et lorsque Jeffrey va se réveiller, il va être étendu dans un parc. Comme ça, là. Voilà. John a décidé de ne pas le tuer. Pourquoi? On ne le sait pas. Mais lorsque Jeffrey va se réveiller, il va courir immédiatement à l'appartement de sa petite amie, qui par la suite va aller à l'hôpital avec lui. Et là, il va parler au policier, il va lui dire, il y a un homme qui m'a violé, qui m'a attaché, qui m'a drogué avec le chloroforme. Et il y avait un autre homme avec lui. Et la police va décider de ne pas enquêter. J'imagine qu'encore une fois, c'est parce que John avait tellement bonne réputation que ça lui aurait fait du trouble pour rien. Et surtout que John était dans la vie politique encore une fois. Donc je pense vraiment que c'est ça qui va l'avoir sauvé jusqu'à la fin. Peut-être c'est qu'il était dans la vie politique, qu'il avait une trop bonne réputation, il y avait de l'argent, il y avait un certain pouvoir auprès de la population. Donc je crois vraiment que c'est ça qui va l'avoir aidé jusqu'à la fin. J'ai lu un article justement qui parlait de cette altercation-là avec Jeffrey. Et dans l'article, la personne, le site, faisait allusion entre John Wayne Gacy et un autre tueur en série qui s'appelait Dean Cole. Et c'est un tueur en série que j'ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. La vidéo s'appelle Le tueur aux bonbons. Donc si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la voir. Juste à cause de la planche de bois, parce que Dean Cole, lui, c'est ce qu'il faisait. Il attachait ses victimes sur des planches de bois. Ainsi, ces personnes-là ne pouvaient pas bouger tout simplement. Et John Wayne Gacy, justement, a fait la même chose. Donc, c'est pour ça le lien. Et il faut savoir que si vous allez voir cette vidéo-là, il faut savoir que les 4 premières minutes, on m'entend très mal. La musique, elle est extrêmement forte. I don't know why. J'ai essayé de faire le montage, d'enlever la musique. J'étais incapable. Je pense que cette journée-là, mon montage, le programme de mon montage buguait fois 1000. Donc, bref, mais c'est juste les 4 premières minutes à peu près. Là. Par la suite, tout va bien, il n'y a pas de problème. Donc, si vous voulez aller la voir, vous pouvez. De toute façon, je vais mettre le lien dans la barre de description de cette vidéo. En décembre 1978, John Wayne Gacy entre dans une pharmacie et commence à parler au superviseur. Il lui raconte que son entreprise est tellement en expansion qu'il a un besoin immédiat d'engager beaucoup plus de main-d'œuvre. Et là, il vante vraiment sa compagnie, sachant qu'il y a un jeune adolescent juste à côté qui travaille dans les étagères et qui entend tout. Et ce jeune adolescent-là s'appelle Robert Peast et il a 15 ans. John va sortir de la pharmacie et il va finir par re-rentrer et se diriger vers Robert pour lui demander si Robert, vous voudrez pas un meilleur travail avec de meilleures conditions et un meilleur salaire. Robert semble très intéressé et là, John lui convainc de faire une entrevue chez lui, après son quart de travail. Donc là, Robert, après son quart de travail, il va sortir dehors par la porte avant, sachant que sa mère vient juste d'arriver pour venir le chercher. Il va voir sa mère, il va dire « Écoute maman, je dois faire une entrevue avec John Wayne Gacy pour sa compagnie de construction. » Là, sa mère va lui dire « Parfait, il n'y a pas de problème, tu reviens à la maison quand tu as terminé. » Robert va re-rentrer dans la pharmacie, il va sortir par la porte arrière avec John Wayne Gacy. Sa mère va voir Robert Peast, son fils, partir avec John Wayne Gacy. Et après ça, plus jamais personne ne le reverra. Quelques heures plus tard, la mère de Robert, elle commence à être inquiète parce qu'une entrevue, ça ne dure pas 4 heures, ça ne dure pas 5 heures. Elle va décider d'appeler la police pour signaler la disparition de son jeune adolescent de 15 ans. La police va dire « Ok, on va se rendre chez John
Parce que là, on sait que c'est lui. On a vu Robert partir avec John. Et là, les policiers vont demander à John de se rendre au commissariat de police justement pour parler de Robert Peast et de sa disparition. Lorsque John va arriver au poste de police, celui-ci est recouvert de boîtes, il est dégueulasse. Il a l'air d'avoir travaillé pendant 2 jours dans sa cour. Il a l'air épuisé et en plus, il arrive en retard. C'est génial. Et là, pendant l'enquête, c'est juste comme trop fou parce que lorsque John est au commissariat, il a tout nié complètement. Il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas rien à voir avec aucune disparition. Lui, il fait ça de bon cœur, il engage d'adolescents de bon cœur et tout. Les policiers n'ont pas le choix de le laisser partir. Mais là, par contre, ils vont décider de demander une ordonnance pour pouvoir entrer dans la maison et voir s'il n'y aurait pas une ADN de Robert. Parce que vraiment, là, on se concentre sur Robert Peast, le dernier disparu là, en date de cette journée-là. Le 13 décembre, le mandat de perquisition est finalement prêt. Les policiers vont entrer dans la maison, ils vont fouiller partout, mais ils trouvent absolument rien. Par contre, ils vont trouver une planche de torture, ce qui a l'air d'être une planche de torture, mais aussi des bijoux très très étranges. Mais ils ne peuvent rien prendre parce qu'en fait, à ce moment-là, ce qui comptait, c'était vraiment d'essayer de retrouver une trace de Robert Peast. Malheureusement, il n'y a absolument rien qui a été trouvé. Une semaine plus tard, John va se rendre compte que les policiers le suivent. Il y a une voiture qui a été mise à la disposition pour suivre tous les faits et gestes de John, pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à se reprocher, pour voir si il se passerait pas quelque chose de louche, de bizarre. John va le remarquer et à partir de là, il va engager plusieurs de ses amis pour le conduire un peu partout dans la ville pour essayer de fuir les policiers tout simplement. De jouer au labyrinthe, de jouer au chat et à la souris. Mais John ne sera pas capable. Effectivement, la police reste la police et ils sont habitués. Surtout aux États-Unis. Michael Rossi va aussi décider d'aller voir la police pour lui dire que quelques années plus tôt, John lui avait vendu une voiture qui, selon lui, appartenait à un autre collègue qui, justement, était disparu. Et il va même lui parler de d'autres disparitions, dont celle de Grigory Godzik. John, au même moment, voit que les policiers le suivent, donc il va même les inviter à souper chez lui. Là. Donc, John, lui, il est vraiment pas inquiet, pas du tout. Mais là, plus le temps avance et plus les policiers trouvent énormément de choses. C'est le 20 décembre 1978 que Gacy va déposer une plainte civile contre le département de police pour harcèlement. Effectivement, la police le suit partout. Partout, sans jamais arrêter. Ils sont vraiment à ses trousses. Ils viennent chez eux lui poser des questions. Ils lui demandent d'aller au poste de police. Vraiment, c'est de l'harcèlement complètement. Mais là, au même moment, John va se rendre chez son avocat et va avouer avoir tué Robert Peast. Le 22 décembre 1978, John Wayne Gacy avoue avoir tué entre 25 et 30 jeunes adolescents. La fouille va se faire encore une fois dans la maison et dans le vide sanitaire, et c'est vraiment à ce moment-là que une tonne de cadavres vont être découverts. Et il y a aussi la rivière qui était située à 20 km de chez John qui va être fouillée. Il y a certaines preuves, certains indices aussi qui vont être retrouvés. Police found the remains of 26 victims in the crawl space of Gacy's home in suburban Norwood Park Township. Others were found in the yard and in the Des Plaines River. C'est le 20 février 1980 que John Wayne Gacy va se défendre avec un diagnostic de trouble dissociatif de la personnalité et il va plaider non coupable. Malheureusement, les psychiatres ne peuvent pas le qualifier de trouble dissociatif de la personnalité parce qu'à aucun moment il a montré des signes dissociatifs de la réalité et de la fiction. À aucun moment, il a semblé perdre tout repère. Et de plus, quelques années plus tôt, il avait déjà été diagnostiqué avec le trouble de la personnalité antisociale. Et trouble de la personnalité antisociale, il est très rare que tu fasses de la dissociation entre la réalité et la fiction. Et même les psychiatres vont dire que John Wayne Gacy était tout à fait au courant de ce qu'il faisait ou même de ce qu'il allait faire. Il avait intention de tuer. Le 13 mars 1980, après 3 heures de délibération, John Wayne Gacy va être condamné à la peine de mort pour 12 meurtres retenus contre lui. Il a été envoyé à la prison de Menards et il va passer 14 ans dans le couloir de la mort. Ce n'est seulement que le 9 mars 1994, avant sa mort, donc l'injection létale qui était à cette époque-là attribuée aux prisonniers, il a décidé de manger comme repas du PFK. Ensuite, il a été condamné à l'injection létale.
En prison, John Wayne Gacy a peint des toiles et des toiles et des toiles de Pogo le clown. On sait qu'il y a beaucoup de tueurs en série qui font ça justement pendant leur emprisonnement. Notamment la première vidéo que j'avais fait sur ma chaîne YouTube qui était de Robert William Pickton. Lui aussi, il avait fait ça. Il avait écrit un livre qui racontait sa vie mais aussi ses meurtres qui a été publié en fait même pendant sa condamnation, pendant qu'il était en prison. Et si vous voulez la voir, ben, cette vidéo-là aussi va se retrouver dans la barre de description. Donc, vous pouvez aller la voir. C'est ma première vidéo, s'il vous plaît, soyez indulgents. Robert Ressler a interviewé bon nombre de fois John Wayne Gacy et il est persuadé que John a fait beaucoup plus de victimes qu'il le prétendait. Ben, effectivement, quand on entre dans cette logique-là, John était souvent en déplacement. Il partait d'une ville à l'autre, d'un état à l'autre, souvent, et une pulsion ne peut pas rester dans la ville où tu habites. Cette pulsion-là te suit toujours. Donc, il pense vraiment qu'il y a beaucoup plus de victimes que ça, qu'à Chicago. C'est sûr qu'il doit en avoir ailleurs, mais qu'encore aujourd'hui, le dossier est clos, le dossier est fermé. Donc, il y a peut-être même plusieurs disparitions qui vont rester à jamais irrésolues, tout simplement parce que si c'est John qui les a tués, eh bien, l'enquête est terminée, l'enquête est close, le dossier il est fermé, il y a de la poussière dessus, il est en haut dans l'étalage et c'est fini, on n'en parle plus. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé ce petit contenu, ce gros contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous pouvez aussi commenter qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez vraiment que en tuant ces adolescents-là, John essayait de se débarrasser d'une partie de lui qu'il n'aimait pas? Est-ce qu'il était à l'aise avec tout ça? Qu'est-ce que vous pensez qu'il pensait dans sa tête? Alors voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve pour un prochain sujet. Mais d'ici là, prenez grand soin de vous. Gros bisous! Ciao, ciao! The lights go out.